Donc nous sommes avec deux avocats, donc Pierre-Vincent Lambert et Jérôme Triomphe. Bonjour Jérôme Triomphe. Bonjour à tous. Et bonjour Pierre-Vincent Lambert. Alors Jérôme Triomphe, c'est drôle parce que vous vouliez revenir un petit peu sur ce qui a été dit ce matin. Vous n'êtes pas persuadé que les juges sont complètement idéologisés et acquis à l'idéologie de gauche, pour résumer. Soyons encore moins manichéens que ça. En fait, la réalité judiciaire est très différente de ce qu'on peut voir au travers du prisme des médias. Il est évident que régulièrement, je rebondis sur ce que disait Jean-Yves Le Gallou, dans les médias, on voit tel juge qui a été obligé de relâcher telle personne parce qu'un délai a été loupé, parce qu'une procédure a été ratée. Je dois dire que d'une manière générale, pour faire beaucoup de droit pénal, les annulations de procédures sont quand même malheureusement rarement accordé. Je le regrette vivement parce que la procédure, c'est aussi la garantie des droits pour les méchants, mais également pour les gentils. La deuxième chose que je peux dire, c'est que je dois dire que dans ma pratique professionnelle, moi je suis avocat depuis 23 ans, j'ai eu beaucoup d'affaires très engagées et les choses ne sont pas si manichéennes que ça. C'est-à-dire que j'ai eu dans des dossiers des juges catholiques de droite qui auraient dû me donner raison au regard de leur engagement, de leurs convictions, qui m'ont donné tort, et à l'inverse, j'ai eu des juges du syndicat de la magistrature qui, en face d'ennemis politiques identifiés pour eux, me donnaient raison parce qu'ils étaient honnêtes. Il faut distinguer, je pense, c'est très important, la masse des juges engagés, il y en a beaucoup qui sont idéologisés, c'est vrai, et les juges qui, à titre individuel, peuvent, au-delà de leurs engagements, avoir une honnêteté intellectuelle, une objectivité, et cela, il faut aussi le préciser. Pierre-Vincent Lambert, là-dessus, vous aussi, dans vos batailles judiciaires, vous avez... tout n'est pas si manichéen. Oui, je partage l'approche nuancée de mon confrère sur l'idéologie des juges. Il y a une certaine diversité, c'est vrai. Vous avez les juges administratifs d'une part, les juges judiciaires d'autre part. Il faudrait aussi distinguer le parquet et le siège, même si évidemment les juges dans leur carrière sont passés de l'un à l'autre. Mais on peut encore aujourd'hui obtenir de bonnes décisions. Vous voyez récemment, Damien Rieu a été relaxé face à Karim Benzema par le tribunal correctionnel de Lyon, dans une affaire pour laquelle je défendais Damien Rieu, évidemment. Bon, c'était pas gagné d'avance, c'était un peu une surprise, mais le fait est que la relaxe est là et qu'il n'y a d'ailleurs pas eu d'appel. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas... Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Voilà, on ne peut pas caricaturer. Maintenant, il y a quand même de grandes tendances. Moi, je ne suis pas dans les secrets des nominations, etc. Mais ce que vient de dire tout à l'heure Jean-Yves Le Gallou est très vrai. Je l'avais aussi noté, notamment pour ce qui concerne le Conseil d'État. Et ça, c'est très, très, très inquiétant. Le Conseil d'État, aujourd'hui, est, j'allais dire infiltré, mais est en tout cas composé d'un grand nombre de juges très haut placés qui sont des militants socialistes patentés. Il y a Christophe Chantepie, le président de la section contentieux. Il y a Raphaël Chambon, qui est un ancien militant révolutionnaire, qui est rapporteur public. Talia Breton, et qui ont été amenés à rendre des décisions dans des affaires extrêmement sensibles, notamment l'affaire de l'occupation de la fac de Montpellier, qui avait fait grand bruit. Ils ont été amenés à juger un professeur de agrégé d'histoire du droit, etc., qui manifestement n'était pas de la même tendance politique. Et ça, c'est vrai que ça pose un énorme problème en termes d'impartialité. C'est évident. Et on est tout en haut de la juridiction administrative française. Donc, Alors, si je peux rebondir oui. là-dessus, il faut aussi préciser qu'il y a un problème de schizophrénie aussi institutionnelle, puisqu'on fait du Conseil d'État à la fois le conseiller de l'État, du gouvernement, et également le juge de l'administration à la fois gouvernementale et des différentes administrations, ce qui est un vrai problème. Et on voit bien d'ailleurs que les juges, Conseil d'État, mais également Cour administrative d'appel, tribunaux administratifs, peuvent passer du rôle de technicien de cabinet ministériel
ministériel, de directeur de cabinet, à juge. On voit bien, par exemple, Madame Pascale Léglise, que tout le monde connaît désormais très bien depuis les différentes affaires qui ont eu un certain retentissement médiatique, entre la défense de la liberté du culte pendant la dictature qu'on peut appeler la dictature sanitaire ou prétendue sanitaire, qui est magistrate administratif de statut et qui aujourd'hui est directrice des libertés publiques au ministère de l'Intérieur. Demain, elle pourra redevenir magistrate et chargée de juger objectivement, honnêtement, de l'administration qu'elle aura défendue bec et ongle pendant des années. Et donc ça pose un problème. C'est quand même très difficile d'avoir ce double statut, de la même manière que dans la magistrature judiciaire, on peut passer du parquet à la fonction de juger, qui sont deux fonctions radicalement différentes. Donc on a des gros problèmes aussi de schizophrénie judiciaire et administrative. Et puis, je voulais rebondir également sur ce que disait Jean-Yves Le Gallou sur sa proposition sulfureuse de pouvoir identifier les juges. Je me méfie toujours d'une manière générale parce qu'on a vite fait après de faire des chasses à l'homme qui peuvent parfois devenir infondées. Mais là où je suis d'accord, c'est que chaque justiciable et chaque citoyen devrait savoir quel est le nom de son juge. Il est parfaitement anormal d'avoir dans les décisions de justice, et Pierre Vincent, tu le confirmeras certainement, dans les décisions de justice, on ne voit, en tout cas judiciaire, on ne voit jamais les prénoms des juges. On voit toujours Monsieur Dupont, Madame Martin. Je ne sais pas pourquoi, c'est systématique et je pense qu'il y a une règle à cela, c'est qu'on ne veut pas trop donner d'éléments d'identification des juges. Or, un juge ne doit évidemment pas être attaqué injustement pour ce qu'il fait, ne doit évidemment pas être agressé pour ce qu'il fait, mais on a le droit de savoir quel est son nom, parce que il faut bien voir que la magistrature est le seul corps dans notre pays à n'être responsable devant personne et de rien. Le président de la République n'est pas responsable pénalement, il est responsable politiquement. Les élus sont responsables politiquement. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont même responsables judiciairement, comme M. Éric Dupond-Moretti, qui fait l'objet manifestement d'une cabale de la magistrature, ce qui pose là également d'autres problèmes. Les avocats sont responsables de tout ce qu'ils font. Le médecin est responsable de son erreur médicale. Tout le monde est responsable, civilement, pénalement, administrativement, disciplinairement, sauf les juges. Et même disciplinairement, parce qu'il faut bien voir que devant le Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, sur des centaines de plaintes, et j'en ai été un auteur pour l'une d'entre elles, il doit y avoir une condamnation d'un juge qui a failli dans l'exercice de sa mission, parce qu'il y a ce corporatisme. Alors là, on pourrait aller beaucoup plus loin, parce que je crois qu'on sort un peu du thème, voilà, mais il y a tellement de choses à dire aussi, ce corporatisme judiciaire qui est extrêmement problématique également. Alors, je voulais vous parler de dérives liberticides, notamment de notre ministre de l'Intérieur Darmanin. Comment gagner une bataille judiciaire quand on a un ministre de l'Intérieur comme le nôtre? Notamment, je voulais parler du colloque de Dominique Vénère qui en mai dernier donc, a été annulé par la préfecture de police. Comment se fait-il que Darmanin, aujourd'hui, on va peut-être commencer par Pierre-Vincent Lambert, aujourd'hui, Gérald Darmanin véritablement utilise la justice à des fins idéologiques et pour asseoir son pouvoir, tout en faisant d'ailleurs du en même temps, c'est-à-dire à la fois dissoudre des organisations dites d'extrême droite et puis en même temps dissoudre le soulèvement de la terre. Alors, Gérald Darmanin n'utilise pas la justice puisqu'il... L'administration, c'est le fait du prince, c'est le privilège du préalable. L'administration prend des décisions, à charge pour ceux qui en subissent les effets, éventuellement de les contester devant le juge administratif ou un autre juge compétent. Donc lui, il a un agenda politique. Je ne suis pas encore une fois dans le secret de leur cabinet et de leurs intentions. Mais c'est vrai qu'on assiste depuis quelques mois à une accélération de la répression, j'allais dire la répression administrative, puisque Gérald Darmanin multiplie les interdictions en demandant au préfet d'interdire les manifestations dites de droite identitaire, pour faire simple, les dissolutions d'un certain nombre de mouvements. Bon, ça,
ce sont des décisions qu'il appartient à chacun de contester, avec des chances de succès qui sont variables. Alors moi, c'est vrai que j'avais un peu inauguré les contestations quand on avait fait, vous voyez, vous vous souvenez, on avait réussi à faire annuler l'arrêté d'interdiction de la manifestation du défilé pour Sainte-Geneviève au mois de janvier. Donc on était tombé sur un juge administratif tout à fait compétent qui reste, si vous voulez, dans la grande ligne libérale, entre guillemets, dans le bon sens du terme, de la jurisprudence administrative, qui dit que la liberté est le principe et l'interdiction doit être l'exception et n'intervient que dans des cas ultimes, quand il n'y a pas d'autre choix. Donc on avait pu, l'association Paris Fierté avait pu faire défiler en hommage à Sainte-Geneviève, mais c'est vrai que Gérald Darmanin multiplie ce type de pression, et force à force, on voit quand même que le juge administratif, si vous voulez, ça déplace le curseur. C'est que voilà, là où tout devrait être autorisé en l'absence de troubles avérés à l'ordre public, petit à petit, il y a quand même des interdictions qui sont validées par la justice. Et les dissolutions, n'en parlons pas, il n'y en a quasiment aucune qui aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne la droite identitaire, qui est suspendue par le Conseil d'État, qui n'est en l'espèce qu'une espèce de chambre d'enregistrement de ce que décide le gouvernement. Donc voilà, il faut se battre cas par cas, et après on pourrait peut-être parler, mais je vais laisser la parole, mais on peut parler aussi du volet judiciaire. Ça c'est Darmanin administratif, mais on a aussi, je pense, des consignes qui ont été passées par le gouvernement aux différents parquets de France pour ne rien laisser passer. Alors justement, là-dessus, Jérôme Triomphe, rien ne vous est laissé passer. Alors, concernant Darmanin, un chiffre quand même, depuis la loi de 1936 sur la dissolution des groupes factieux, qui a été en réalité faite pour les ligues qualifiées d'extrême droite, il y a eu 146 dissolutions. Alors, 146 dissolutions, et sur ces 146 dissolutions, donc depuis 90 ans à peu près, il faut savoir que la Macronie a opéré 25% de ces dissolutions. Donc c'est considérable, parce qu'en 5 ans, 7 ans, il y a eu 25% de dissolution contre 75% sur les 85 années précédentes. Donc c'est très important. Et on voit bien qu'il y a une dérive liberticide. Alors la question de Darmanin, elle est très différente, parce que c'est un politique, et comme tous les politiques, ils oublient de consulter leurs juristes avant d'agir. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour cette fameuse directive disant qu'il fallait, donc à l'Assemblée nationale, souvenez-vous, il y avait eu une manifestation en hommage à Sébastien Desieux qui se tient depuis 30 ou 35 ans, sans aucun trouble à l'ordre public. C'était le 6 mai 2023, ourvari de la classe politique et médiatique. Et à l'Assemblée nationale, Darmanin, cédant aux injonctions d'une députée, dit « J'ai donné instruction à mes préfets d'interdire par nature, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est bien ce que ça signifie, toutes les manifestations d'ultra-droite ou d'extrême-droite, déjà, qui qualifie ce qu'est l'ultra-droite ou l'extrême-droite, pour qu'on ne vous revoie pas les images vues le week-end précédent. » Et dans la foulée, on voit que le préfet Nunez, qui, la veille, avait dit « Je n'ai pas interdit cette manifestation du 6 mai 2023 parce qu'elle ne pose aucun problème de trouble à l'ordre public », a, dans la foulée de cette directive, interdit 5 manifestations, dont un colloque de l'Action française, un colloque purement intellectuel, la procession ou le défilé traditionnel de Jeanne d'Arc, qui se tient toujours le deuxième dimanche de mai en hommage à la libération d'Orléans du 14 mai, sauf erreur, 1429, et qui a été institué par une loi de la République, donc à l'unanimité. Donc interdiction d'un défilé traditionnel républicain. Voilà. Donc ça ne pose aucun problème à Darmanin. Troisièmement, une manifestation de place d'armes qui est composée d'anciens combattants et d'anciens militaires. Et puis la quatrième, l'Iliade, qui faisait un colloque d'hommage pour les 10 ans de la mort de Dominique Vénère.
Et le ministre Darmanin disait à l'Assemblée nationale, j'ai demandé l'interdiction et nous laisserons les tribunaux juger a posteriori de la légalité ou pas de ces manifestations. Ce qui est exactement ce que disait Pierre-Vincent Lambert, à savoir l'inversion de la règle traditionnelle de l'arrêt Benjamin de 1933. La règle, c'est la liberté, la restriction de police, l'exception. Et bien avec ce gouvernement, avec ce ministre, eh bien, on a une inversion totale de nos valeurs qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de se battre pour faire juger la légalité et souvent a posteriori. C'est exactement ce qui se passe pour l'Iliade, puisque l'Iliade a été notifiée de l'interdiction le samedi à 16h30 dans l'impossibilité matérielle, ça a été fait, mais dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un jugement du juge administratif, ce qui fait que nous aurons une décision dans 2 ans, disant a posteriori, très probablement, que l'interdiction était totalement illégale. Voilà. Et donc, l'administration joue avec cela également. Le préfet de police joue avec ces interdictions qui sont notifiées tardivement et qui font échec. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a mis une plainte pénale au préfet Nunez pour d'abord discrimination politique et également pour échec à l'exécution de la loi par une personne dépositaire de l'autorité publique, puisqu'en notifiant au dernier moment, eh bien, il fait échec à la saisine du juge des affaires liberté et échec à la protection de la liberté qui est la règle dans notre pays. Alors, Pierre-Vincent Lambert, je voulais aussi revenir sur toute la bataille judiciaire, notamment sur la critique de toute politique d'immigration qui est souvent associée finalement à une incitation à la haine et donc à la haine raciale. Comment ça gagner cette bataille judiciaire, c'est-à-dire faire comprendre qu'une critique de l'immigration, de la politique d'immigration du gouvernement n'est pas forcément liée justement à une incitation à la haine et justement et permettre en tant qu'avocat de défendre cette opinion comme quoi la politique d'immigration peut être ou non malfaisante pour notre pays. Au risque de désespérer Billancourt, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans ce domaine particulièrement, à la fois, je dirais, par une certaine idéologie des juges, mais avant tout par les textes eux-mêmes. On a tendance, c'est vrai, à tout mettre sur les dos des juges, mais il ne faut pas oublier que leur mission première est d'appliquer la loi. Le juge du siège en matière correctionnelle, il est saisi par un procureur qui a décidé, dans son fort intérieur, l'opportunité des poursuites. Donc il a décidé de poursuivre telle ou telle action de tel ou tel groupe, telle ou telle affiche ou tel ou tel tweet qu'il estime raciste ou discriminatoire. Et donc vous avez un juge, une formation collégiale de plusieurs juges qui sont saisis de cette affaire et qui sont censés appliquer la loi. Or, la loi, l'article 24, alinéa 7 de la loi de 1881, qui sanctionne les provocations à la haine raciale, sexuelle, etc., est extrêmement problématique en elle-même. Et vous avez la même, puisqu'on parlait des dissolutions, vous avez la même disposition dans l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure qui permet les dissolutions des groupes de combat, etc. Enfin, ça a été codifié, la fameuse ordonnance dont parlait Jérôme tout à l'heure. Vous avez le 6e qui est profondément et intrinsèquement liberticide et qui va même plus loin que le délit de provocation à la haine, puisqu'il nous dit qu'on peut dissoudre des groupes qui ne font que propager des idées ou théories tendant à justifier ou encourager les discriminations ou la haine ou la violence. Donc, si vous voulez, dans un intitulé pareil, vous pouvez dissoudre à peu près tout le monde. C'est-à-dire que si vous considérez que le Rassemblement national ou Reconquête propage des idées ou des théories qui tendent à justifier une discrimination, vous pouvez dissoudre et poursuivre en correctionnel à peu près tous les propos à partir du moment où il y a une critique de l'immigration, à partir du moment où on fait une distinction qui est normalement à la base de l'État, de la définition de l'État, entre l'étranger et le national. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'essayer de rappeler ces principes de base aux juges, parce qu'ils partent souvent dans des grandes leçons de morale, idéologiques, etc., dans leur réquisition, dans les réquisitions du parquet, et on est obligé de revenir à des principes en leur disant, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la loi, le CESEDA, le code de l'entrée et du séjour des étrangers, le code civil,
la nationalité, etc. C'est la loi, pour l'instant, qui fait encore une distinction sans laquelle, normalement, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État, entre le national et l'étranger. Bon, cette distinction-là, il y a des juges qui franchissent le pas en disant que finalement, on ne peut pas trop, comment dire, l'approuver ou la pousser trop loin, sauf à tomber sous les coups de la provocation à la haine. Donc, c'est très inquiétant. Avant de, voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, certainement que Jérôme a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais on obtient des décisions de relax parfois, je dirais plus facilement devant les juges du fond que d'avoir gain de cause devant la Cour de cassation. J'ai eu quelques relax intéressantes, même en appel, l'appel de Toulouse, etc., qui ont été assez courageux dans leur motivation, en faisant primer la liberté d'expression. Là, récemment, notamment dans une affaire, et c'est la Cour de cassation qui vient restreindre cette liberté d'expression et qui vient nous dire que, encore une fois, même des propos qui nous semblent conformes à une certaine réalité, qu'on peut constater tous les jours, eh bien, constituent néanmoins une provocation à la haine. On n'a pas le droit de le dire. Alors, si on le dit, on doit être condamné. Et donc, moi, c'est ce que je constate, mais peut-être que Jérôme a un autre ressenti. Moi, je trouve que la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans cette matière-là, est de plus en plus restrictive. Je dirais peut-être qu'elle l'a toujours été. Et bien, justement, on va lui demander. Alors, ça dépend des affaires, c'est vrai. Il y a parfois aussi des affaires où c'est la Cour de cassation qui vient aussi remettre de l'ordre en disant arrêtez. Je pense par exemple aux affaires Boutin, Van Est, Gollnisch, évidemment, il y a un certain nombre, où la Cour de cassation a aussi rectifié et remis le droit, j'allais dire, au milieu du village. Pour rebondir sur ce que disait Pierre-Vincent Lambert, il y a quelque chose qui, à mon avis, est très important sur la question de la provocation à la haine et des discours sur l'immigration, et qu'on voit poindre avec cette dérive liberticide qui apparaît de plus en plus éclatante. C'est par exemple pour la dissolution de l'Alvarium. Alors Jean-Yves Le Gallou l'a très bien dit, on a les soulèvements de la terre qui ne sont pas dissous, bien que ils appellent, on reconnaît qu'ils appellent à des dégradations de biens, et l'Alvarium qui est dissoute. L'Alvarium, notamment, il faut lire l'arrêt du Conseil d'État. Il n'y a aucun fait précis, que des généralités, et on voit que le fait, la dissolution est justifiée, notamment par le fait de lier l'immigration, l'insécurité, le terrorisme. Bon, tout cela, ce sont, en fait, dans ce cas-là, il faut dissoudre le ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui fait cette liaison dans ces chiffres récents. Donc ça pose un vrai problème. Et là où ça devient liberticide, parce que jusqu'à présent, on était habitué, ces dernières décennies, à avoir application de la loi Pleven. Alors, rappelons-le, toujours à temps et à contre-temps, Pleven, Lelouch, Perbel, enfin tout ça, c'était des gens de droite qui ont mis en place toutes ces lois liberticides. Moi, ça me fait rigoler quand je vois certains d'entre eux venir pleurer sur les plateaux de CNews et déplorer les conséquences de toutes ces lois qui ont empêché et qui empêchent encore aujourd'hui de critiquer l'immigration de masse. Ou ses conséquences. Eh bien, jusqu'à présent, on est habitué à être poursuivi après avoir tenu des propos. Eh bien, aujourd'hui, on voit que tout cela devient préventif. Ça date de la jurisprudence Dieudonné de 2014. Beaucoup ont peut-être cru que c'était un cas d'espèce, et aujourd'hui, en fait, on l'applique. On l'applique. La jurisprudence Dieudonné de 2014 du Conseil d'État, rappelez-vous, c'était interdiction d'un spectacle au motif des propos qui étaient susceptibles d'y être tenus. Ce qui est gravissime, parce que jusqu'à présent, le principe, c'est que la liberté était celle de l'expression, et dans le cas où il y avait un dérapage, qu'il y avait une infraction qui a été commise, on sanctionnait a posteriori, mais sans remettre en cause le principe de la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse, ce qui fait qu'on invoque, et on le voit bien dans les arrêtés d'interdiction que nous avons à combattre, Pierre-Vincent Lambert, moi, d'autres, on voit bien qu'on vous impute le fait d'avoir été condamné. Vous avez été condamné pour provocation à la haine raciale, donc bien souvent pour avoir en fait tenu un propos qui ne correspond pas à la doxa sur l'immigration. Donc vous devez être interdit, ce qui fait que la condamnation pénale, qui peut parfois être injuste, rappelons-le, devient une forme de proscription sociale imprescriptible.
Voilà. Et donc ça pose un vrai problème. Et on le voit notamment dans la directive que nous avons attaquée devant le Conseil d'État de M. Darmanin, puisque devant l'Assemblée nationale, il a tenu des propos. Dans la foulée, ses services ont pondu un petit texte pour essayer de recadrer un petit peu les propos de leur ministre, en rappelant les motifs qu'on pouvait utiliser. Et c'est tout à fait étonnant, puisque dans l'annexe de cette circulaire qui nous a été produite, elle est trouvable nulle part, hein, elle nous a été produite dans le cadre de la procédure, eh bien nous découvrons que devront être interdits toute manifestation dans lesquelles serait tenu tel et tel propos, notamment des propos les discours prônant la remigration. Voilà, donc aujourd'hui, prôner la remigration, eh bien, devient un motif de condamnation, pas de condamnation, d'interdiction a priori, ce qui est gravissime, parce que est complètement délirant. Hein. C'est aussi délirant que la loi Guesso de 1990 qui prétendait interdire le principe même de la préférence nationale, alors que le principe de la préférence nationale est institutionnel, on ne peut être fonctionnaire que si on est français, etc. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire, eh bien, telle personne qui est illégalement entrée sur le territoire, eh bien, nous prônons le retour dans son pays d'origine, avec toute l'humanité requise. La personne qui voit son titre de séjour expirer et qui donc était temporairement sur le territoire français, on prône sa remigration. Cela devient interdit dans les directives générales du ministère de l'Intérieur. C'est extrêmement inquiétant. Alors, on a parlé de la liberté d'expression, notamment pour critiquer la politique d'immigration. Et puis, il y a aussi toute cette période Covid où on a vu les libertés individuelles bafouées, notamment. Alors, Pierre-Vincent Lambert, comment gagner cette bataille judiciaire, notamment après cette crise sanitaire? On a vu véritablement un contrôle de l'État de nos libertés individuelles, c'est-à-dire une obligation à porter le masque, puis finalement une obligation vaccinale cachée. Moi, je n'ai pas eu à engager des contentieux, je n'ai pas été sollicité pour ça. Donc, pour la question des restrictions sanitaires, à titre personnel, j'étais dans la rue pour manifester dans les rues de Nice à l'époque contre ces restrictions. J'avais fait un petit procès, un référé liberté, c'est souvent l'arme qu'on dégaine pour, à l'époque, la liberté de culte, puisqu'il y a eu tout ce volet-là, à savoir que le culte, en l'occurrence le culte catholique, qui a subi aussi des interdictions délirantes avec des jauges, etc. Enfin, c'était complètement incompréhensible. J'avais fait un petit contentieux devant le tribunal administratif de Nice pour avoir une dérogation locale. Ce que j'avais constaté, c'est qu'il y a... En plus, j'allais dire, de l'idéologie, il y a beaucoup de... En fait, plus personne ne sait où on en est juridiquement. C'est-à-dire qu'il y a eu une accumulation de normes, de décrets nationaux, d'abrogations, de modifications, de règlements locaux. Plus personne ne savait où on en était, donc on est dans l'incompétence et dans l'insécurité juridique totale. Voilà. Donc aujourd'hui, pour les praticiens du droit que nous sommes, c'est très difficile de prédire une décision, c'est pour ne pas dire impossible. Voilà, il faut réagir au cas par cas bon, j'espère que ces restrictions sanitaires sont derrière nous, mais en tout cas le précédent politique est extrêmement inquiétant. Mais voilà, après j'ai pas étudié en particulier toutes les décisions qui ont été très nombreuses, qui ont été rendues par le Conseil d'État. Je crois malheureusement qu'elles ont été essentiellement des décisions par enregistrement, des décisions prises par l'autorité politique, par le gouvernement. Alors moi j'ai plein de choses à dire là-dessus. Évidemment, j'ai fait beaucoup de contentieux, on en a encore actuellement. Rappelons simplement que la majorité de toutes les décisions technocratiques qui ont été prises, parce que le fameux décret qui régissait nos vies, entre le confinement, les masques, les jauges, les endroits où on peut aller à droite et à gauche, j'y ai passé des heures avec des confrères, c'était infernal parce que ça changeait d'une semaine sur l'autre. Je crois qu'il y avait eu plus de 170 modifications de ce décret. Hein, donc selon le moment où on était, enfin c'était quelque chose de complètement délirant. On a eu
alors, un chiffre qui est intéressant, qui avait été publié, c'est que dans cette folie prétendue sanitaire, qui n'avait pas l'ombre d'un fondement scientifique, puisque on a eu les chiffres de l'ATI après, qui est un organisme rattaché au gouvernement, qui rappelait en 2021 que 2% des lits avaient été occupés par des patients Covid. Donc, on pourrait en parler des heures. J'ai une documentation évidemment très importante là-dessus. On a des procédures encore en cours. Il y a eu, je crois, 850 saisines du juge des référés au Conseil d'État contre les décrets du gouvernement. Le Conseil d'État a très habilement communiqué, puisqu'on avait l'impression qu'il défendait les libertés des citoyens contre les dérives qui pouvaient être liberticides de la part du gouvernement. En réalité, il y a eu à peu près une dizaine de décisions qui ont donné tort au gouvernement sur 850. Voilà, sur tout ce qu'on a vécu. Donc c'est extrêmement peu, et en réalité, comme le disait Pierre Vincent, les décisions judiciaires ont principalement consisté, ou administrative, à avaliser ce que le gouvernement avait décidé. Il faut voir les décisions qui étaient rendues. C'était toujours le gouvernement a dit que, voilà, les données sont celles-là. Et en fait, c'était une répétition de ce que disait le gouvernement, associé avec ce conseil scientifique qui était quelque chose de complètement délirant, puisque dans le conseil scientifique, il faut avoir vu ce que c'était. Vous aviez des médecins, oui, vous aviez aussi une présidente d'association. Vous aviez un mathématicien, un sociologue, et alors il vous expliquait des données médicales, et on voyait à l'unanimité le conseil scientifique a validé telle position médicale. Donc on se demande bien en quoi le mathématicien, la sociologue et la présidente d'association avaient quelques qualités pour le faire. Mais enfin bon, parenthèse refermée, nous avons attaqué. Alors je dois dire que dans la dizaine de décisions qui ont donné tort au gouvernement, je suis à l'origine d'au moins 2 d'entre elles, donc je suis assez content. C'était la question du culte, évidemment, la liberté de culte. On était dans un délire absolu. La France entière était déconfinée, ou pratiquement, mais le gouvernement avait décidé que le culte n'était pas important, alors qu'il s'agit de la liberté de religion, et là, le Conseil d'État a pour le coup rendu une première grande décision en rappelant que la liberté de religion a une importance toute particulière dans l'échelle des libertés fondamentales. Il a cassé la décision, le décret du gouvernement, toujours avec Madame Pascale L'Église. Alors là, on peut le dire pour la bonne bouche. Nous étions à la veille de Pâques et c'était Pascale L'Église, et j'ai dû, pour ma part, faire respecter la liberté de religion contre l'Église. Bon, l'Église nous a suivis après, je vous rassure, mais pas celle-là. Les évêques, parce qu'évidemment, c'est pas l'Église, les évêques qui sont allés la première fois. Il a fallu qu'on les incite, que les fidèles du bout du banc plutôt traditionnels, soyons concrets, les y incitent, ils nous ont suivis. Et puis il y a eu la deuxième fois où on a été rejeté, et la troisième fois où le gouvernement, au moment de cette reprise épidémique, où le président nous expliquait sans rire qu'il allait reconfiner pour éviter 400 000 morts. Donc on était dans le délire absolu, puisqu'il y en a eu 10 fois moins, mais peu importe. Là, le gouvernement avait décidé qu'il y aurait que 30 fidèles possibles dans la cathédrale de Rouen. Parallèlement, à la FNAC, alors c'était des proportions, c'était 30% de jauge, les trucs technocratiques complètement délirants qui n'ont aucun sens, mais donc à la FNAC, on pouvait être à 673 à la FNAC des Ternes, et dans la cathédrale de Rouen, qui peut accueillir 6000 fidèles, 30. Voilà, alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé. La réalité, c'est que la conférence des évêques de France avait négocié 30%, Castex avait compris 30%, donc il a mis 30% dans son décret, et quand Moulin-Beaufort, le président de la CEF, a appelé Macron en lui disant « c'est quoi ce bordel ?» Alors pardonnez-moi, il lui a dit dans un langage peut-être plus ecclésiastique, il a dit « bouge pas, j'appelle Castex ». Castex a dit « ben non, mais j'ai mis 30, c'est 30 ». Bon, et puis on s'est retrouvé à 30 et au Conseil d'État à se faire laminer, évidemment, parce que 30, c'était complètement délirant. Donc voilà, on a dû se battre aussi contre des évidences, mais il a fallu le faire. Et le Conseil d'État était là. Alors voilà, tout n'est pas complètement noir non plus.
Tout n'est pas complètement noir. Et justement, donc Pierre-Vincent Lambert, on est obligé de conclure cette table ronde. C'est trop court. Mais justement, comment gagner la bataille judiciaire? Il faut quoi? Il faut se battre déjà. Il faut se battre, et il faut se battre en étant avocat, en étant magistrat. Qu'est-ce que vous direz? Voilà, comment il faut investir évidemment ce champ judiciaire, oui. Oui, les avocats engagés, on a besoin, il y en aura toujours besoin. Il faudrait qu'effectivement il y ait peut-être plus de magistrats, on va dire de droite pour faire simple. Après, voilà, moi, à titre personnel, je n'ai pas souhaité m'engager dans la magistrature et je suis très, très satisfait là où je suis. Donc c'est quand même un sacerdoce d'aller s'orienter vers cette carrière professionnelle. Ce que disait tout à l'heure Jean-Yves Le Gallou, c'est la création d'un observatoire des juges me paraît une mesure de salut public. C'est une idée qui c'est un peu un serpent de mer depuis quelques années, dont j'entends beaucoup parler, que ce soit par des avocats, par des politiques, par des militants. Et c'est vrai que si quelqu'un un jour prenait ça, ou plusieurs personnes, un collectif, ça à bras le corps, pour faire finalement de la veille d'information, il suffit de prendre les noms, prendre les décisions, ni plus ni moins. Alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une riposte. Je crois qu'ils ne seront pas très satisfaits, pas très contents de cette initiative, mais ça, c'est vraiment une piste, à mon avis, essentielle, qui est finalement extra-judiciaire, mais qui peut avoir une incidence très, très, très concrète. Après, je sais qu'il y a d'autres confrères qui réfléchissent à monter des collectifs et où on ferait preuve d'imagination judiciaire. Il y a certainement beaucoup de contentieux qu'on n'a pas encore explorés. À gauche, à l'extrême gauche, eux n'hésitent pas, vous voyez, sur les questions climatiques, sur les questions migratoires, etc., à attaquer l'État. Et c'est vrai qu'on pourrait envisager, même si dans un premier temps les contentieux n'aboutissent pas, mener ce genre de combat en portant plainte pour, par exemple, pour des criminels qui sont libérés ou des OQTF qui n'ont pas été exécutés, etc., pour créer une pression générale. Tout ça, c'est vrai que ça n'a pas été structuré, pensé. Encore aujourd'hui, je crois que chacun fait un peu, en fonction des clients qui les sollicitent, voilà, fait un peu sa cuisine dans son coin. Ça mériterait très certainement d'être structuré, financé, etc. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau interne, au niveau européen, c'est certain. Jérôme Triomphe. Pour compléter, alors c'est vrai, c'est le droit qui est fait comme cela, notre système, mais moi par exemple, j'ai engagé la responsabilité pour faute lourde de l'État pour l'assassinat d'un garçon dont je représente la famille. On a plaidé aux assises de Nice, je salue Pierre-Vincent Lambert, mais qui n'y est plus, mais nous allons plaider à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en appel, il a été condamné, l'assassin a été condamné, mais le dossier était stupéfiant, au point que l'avocat général à l'audience avait présenté ses excuses au nom de l'État à la famille, parce qu'en fait, il y avait eu des plaintes innombrables qui n'avaient jamais été traitées. Il y avait des menaces de mort qui ont été exécutées, et les menaces de mort avaient fait l'objet d'un rappel à la loi. Hein, ça s'appelle donc tirer l'oreille. Donc j'ai engagé la responsabilité pour faute lourde de l'État. C'est pas garanti qu'on gagne, hein, pas garanti. Pour compléter ce que disait à la fois Jean-Yves Le Gallou, Pierre-Vincent Lambert, il y a aussi quelque chose qui me paraît fondamental, c'est de revenir sur l'irresponsabilité des juges. Le juge doit être responsable, d'une manière générale, des fautes professionnelles qu'il commet, mais de toutes les fautes professionnelles. Parce que, voilà, le juge n'est pas meilleur que les autres, et ça, il y a malheureusement... Alors, des juges, il y en a de remarquables, et il y en a de catastrophiques. C'est peut-être facile à dire comme ça, mais malheureusement, combien on en voit aussi qui n'ont pas de conscience professionnelle, qui ne lisent pas les dossiers, qui ne travaillent pas
les arguments de la défense, qui ne répondent pas à la défense, eh bien, la responsabilité des juges obligerait également les juges à avoir une conscience que auparavant, ils avaient en étant bornés par des valeurs transcendantales qui étaient celles de la religion. Longtemps, les juges ont jugé sous le crucifix, en se disant je serai moi-même jugé un jour, mais aujourd'hui plus personne n'y croit guère. Donc, il faut bien aussi que la responsabilité ne soit plus une responsabilité morale, mais une responsabilité qui soit plus forte. Et encore une fois, je pense que ça aurait un effet bénéfique. Il y a également une chose qui me paraît fondamentale, c'est de mettre fin à ce secret du délibéré qui est en fait une cause d'irresponsabilité institutionnelle, puisque aujourd'hui, la collégialité couvre la décision de tous les juges et c'est extrêmement confortable. On aurait pu parler de la loi Leonetti, mais Leonetti a eu cette intuition, et pour le coup il avait raison, de mettre la responsabilité d'une décision pouvant entraîner la mort sur le médecin seul et non pas sur une collégialité de médecins, parce que la collégialité dissout la responsabilité. Eh bien, le secret du délibéré dissout cette responsabilité. Il devrait y être mis fin et qu'on puisse faire comme dans le système anglo-saxon et notamment au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on puisse permettre des opinions dissidentes. Moi, je ne suis pas d'accord avec la décision qui a été rendue. Non seulement ça n'amoindrit pas l'autorité des décisions, mais ça les renforce parce que, on voit que, il n'y a pas forcément unanimité. Et quand il y a une unanimité, elle est dite. Et quand il n'y a pas unanimité, c'est que les décisions ne sont peut-être pas aussi faciles à prendre que cela. Donc, je pense qu'il y a aussi ces axes à creuser, de même évidemment que le problème du double ordre de juridiction administrative judiciaire, avec ce qu'on disait sur cette schizophrénie de certains juges qui sont à la fois des fonctionnaires de l'État et des juges chargés de juger ce même État. Eh ben, on finira là-dessus. Merci Jérôme Triomphe, merci Pierre-Vincent Lambert pour cette table ronde. Merci à vous.